Josh Allen s'en est allé tamponner son titre de MVP. En tout cas, ça y ressemble. Dans ses 3 derniers matchs, désormais, il a scoré 14 touchdowns, aussi bien à la passe, à la course et même à la réception. On s'en souvient. Seuls Tom Brady et Peyton Manning ont fait mieux. Désolé mon cher Saquon, il semble que tu ne sois pas, cette année encore, l'exception qui confirme la règle du MVP donnée au QB. D'ailleurs, ça a un peu fâché Lamar, qui vient de jouer son 6e match en carrière avec au moins 5 touchdowns et 0 interception, ce qui le classe 3e derrière Drew Brees et, oh surprise, Tom Brady. Heureusement que ce n'est qu'un running back. Mais c'est pas tout, Aaron Rodgers est bien sorti d'une partie de Scrabble mouvementé à l'EHPAD pour démarrer son jubilé, bien célébré par son meilleur pote Davante. Patrick est en ce moment en train de se cryogéniser pour être certain que les Chiefs en playoff contre-attaquent. David Montgomery détruit les espoirs des futurs demi-finalistes de fantasy, habitués à profiter des stables performances du running back des Lions. Bref, un week-end de quart de finale mouvementé comme prévu, qui nous assure une belle conversation. Asseyez-vous confortablement, c'est le débrief de la week 15 sur Fantasy Ballers. Hello tout le monde, ravi de vous revoir en ce lundi 16 décembre. On va parler de cette week 15. Des choses se sont passées un petit peu graves et puis des attaques ont été virevoltantes, peut-être pour vous aider, vous les quarts de finalistes, malchanceux d'être en bail, de ne pas être en bail, mais chanceux d'être en playoff. En tout cas, on va en parler avec 2 de mes comparses. Le premier est un revenant, une sardine avec les crocs, les dents, les défenses acérées. Salut Antoine, comment vas-tu? Salut Franz, ça va très bien et toi? Pas mal, pas mal. J'avoue avoir eu peu de matchs ce week-end, soit complètement éliminé, soit plutôt en bail. J'ai quelques matchs de playoff, mais c'est assez rare. Je sais pas si toi t'as stressé. Bah, j'y ai cru et puis je fais 0-4, impeccable. Comme quoi, tout Oh. va très bien, c'est superbe, c'est ce qu'on adore et voilà, la saison qui se termine un peu mal. Autant il y avait des dynasties où je me disais: «Bon, si je perds, c'est pas grave, j'aurai peut-être un meilleur ranking pour l'année prochaine». Autant il y en a d'autres où j'y ai cru, des stratégies depuis plusieurs années, mais finalement, rien. Voilà. Ça va alimenter notre conversation. Le deuxième larron qui m'accompagne, c'est mon frérot. Réveille-toi, tu es bien présent. Comment vas-tu, Salut Alexandre? les mecs, salut à tous. Ouais, ça va, ça va. Je suis là, ouais, je suis là, On a, je suis là. vous avez vu, on a des belles typos pour nos noms. C'est pas fait exprès. Je pense que c'est notre application qui nous met un truc joli pour Noël. On les remerciera. En tout cas, je sais pas si vous lisez bien, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu à l'ancienne. Toi, Ah oui, Alex, on est en version scolaire, ouais, c'est ça, d'accord. ouais, Ouais, on est un j'avais pas peu vu. Parce que moi, j'ai manuscrit besoin de à sortir mon chien l'anglaise. aveugle pour pouvoir lire tellement c'est petit sur mon écran. Mais ouais, moi, en fait, si tu veux, c'est où je suis pas en playoff, où je suis en bail. Donc, si tu veux, je stressais pas trop. Et ce que je constate, c'est surtout que quand je suis pas en playoff, c'est là où mes équipes performent à mort. Voilà, je fais des scores de dingo. Bon, bah voilà. Mais donc c'est très moyen. C'est très moyen. Voilà. C'est mon résultat. C'est très moyen. Mais en même temps, très moyen en fantasy, chacun va avoir une note un peu particulière sur le très moyen. Oui, oui. Je pense que s'il y en a très moyen, c'est peut-être 20 de titres, il y en a, ça va être la moitié de playoff. Enfin, chacun va avoir son lot de très moyens. On a un programme chargé, messieurs. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et moi, j'ai une première question assez généraliste. Quand on regarde les scores de ce week-end en fantasy, euh,
Beaucoup de gros scores encore ce week-end. D'ailleurs, je suis allé un petit peu regarder dans les archives et j'ai remarqué que 21 équipes NFL ont une moyenne par match aujourd'hui supérieure à la moyenne par match de 2023 sur toute la saison. Donc ça peut encore augmenter. On pourrait avoir 19 comme on peut encore avoir 25 équipes. Alors, messieurs, et je vais commencer par toi Antoine, est-ce que les joueurs offensifs sont de plus en plus forts ou est-il encore plus dur de défendre en NFL selon toi? Moi, je partirais du principe qu'il est plus dur de défendre en NFL aujourd'hui, en tout cas au vu des règles qui deviennent de plus en plus dures contre les défenseurs, ne serait-ce qu'un simple geste peut clore le débat sur une action et autres. On l'a encore vu ce week-end où, je vais prendre l'exemple de Miami, mais il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, voilà, il y a un D-tackle qui touche à peine le quarterback, comme c'est faute et c'est 15 yards de pénalité. Et donc, du coup, on est dans des situations de red zone qui sont de plus en plus flagrantes. Et puis, je trouve que autant la saison avait démarré calmement, autant là, il y a un panel offensif qui parfois ressemble à un feu d'artifice quand on voit certaines équipes. Je pense qu'on a notamment parlé des Bills et des Lions, ou les Bills qui enchaînent plus de 8 matchs à 30 points cette saison. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a des équipes aussi qui, en termes de potentiel offensif, sont quand même sacrément armées pour nous faire pour nous régaler, quoi. Alex, est-ce que la NFL devient la NBA? Ah, putain, tu me l'as enlevé. Je prépare un Ouais, peu. ça se NBAise, NBAise, ça se CFBise, je sais pas comment il faut le dire. Je pense que c'était l'objectif de la NFL, hein, tout simplement. Que les changements de règles apportent soi-disant un peu plus de spectacle. Moi, ça l'est pas pour moi, hein, personnellement. Moi, je suis désolé, mais un vrai tacle, une vraie belle défense, ça fait partie du spectacle. Après, c'est peut-être mon côté vieux con, encore une fois. Mais en tout cas, ça apporte plus de points, statistiquement plus de points, donc c'est l'objectif, je pense, clairement. Bon, je tiens à rassurer quand même, depuis en 20 non, depuis début des années 2000, on n'a pris que 2 points en moyenne, par équipe, sur une saison. Donc ça n'a pas explosé en termes de scoring en 25 ans, mais ça a quand même un petit peu augmenté. Moi, ce qui me choque, c'est l'augmentation des offenses, des points, depuis l'année dernière. Potentiellement, on pourrait se retrouver en fin de saison avec 25 équipes sur 32 qui ont progressé. Et je trouvais ça intéressant de le signaler. Mais donc, c'est pas tant comme la NBA où Oui. on reprend il y a 30 ans, où la Heureusement. moyenne d'une équipe dans un match était plutôt de 95 points, de 90-95 points en saison régulière. Aujourd'hui, elle est plutôt de 110. Donc, Mmh. c'était un petit peu pour provoquer. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'était un peu le sujet un peu global. Mon premier chapitre habituel, c'est toujours les matchs marquants. Antoine, je vais te le demander à toi. Quel est ton match marquant? Il me semble que ça implique un certain Baker Mayfield, il me semble. Ouais, complètement, complètement. J'aurais pu aller à la facilité et parler des Bills Lions, mais pour moi, le vrai match marquant de ce week-end, c'est Buccaneers Chargers, parce que on s'attendait à une défense d'Arbo qui, de semaine en semaine, même si elle a un peu faibli, en tout cas, était un peu un fond assez fondateur du résultat et du bilan des Chargers. Et de voir Baker Mayfield et les Buccaneers qu'on sentait un peu plus sur une pente de régression, coller 40 points. C'est ça, moi, surtout la performance. C'est de venir coller 40 points avec une attaque où ça a pas mal distribué, assez aérienne aussi, hein, puisque il met 4 touchdowns, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de choses. Et puis, un backfield aussi qui a réussi à percer cette défense des Chargers, qu'on disait plutôt dur au mal, en tout cas sur la course avec Bossa et compagnie. Donc pour moi, c'est vraiment le match marquant de ce week-end où on pouvait penser que les Chargers pouvaient valider une potentielle wildcard, ou en tout cas s'en rapprocher de plus en plus. Et là, finalement, en fait, ils rebattent un peu les cartes du côté de l'AFC, à tel point que les Bengals commencent à y croire aussi, alors qu'ils sont qu'à 6 victoires. Donc, ça va s'annoncer un peu touchy là sur les 2-3 prochaines semaines pour les Chargers. Il va falloir qu'ils fassent pas trop d'erreurs.
Alexandre, tu l'avais également dans ton top des matchs. Chez les Chargers, la blessure de J.K. Dobbins, j'ai l'impression, a un impact énorme. Tu vas nous en dire plus, mais statistiquement, hein, Kimani Vidal, parce qu'apparemment ça se dit Vidal, 3.2, Gus Edwards 2.3. Alors, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'avait pas dit que c'était un mauvais running back. En fantasy, bien entendu. Je ne me permettrai pas sinon. Mais Alexandre, c'est là, ça se résume à ça selon toi ou c'est plus grave que ça, ce match? En fait, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène que Baker Mayfield reste Baker Mayfield, et ça fait plaisir dans le sens positif. Hein. Il a 22 sur 27 quand même à la passe. Il envoie des bijoux, notamment sur un TD de Mike Evans. Et je pense qu'il y a le phénomène première saison aussi d'Arbo, c'est que il y a la fatigue des joueurs, les blessures, il y a les stratégies, et puis le fait de rencontrer justement des gars qui peuvent tout faire et de faire exploser n'importe qui à n'importe quel moment. Mais les Chargers, en effet, les running backs, ils ont scoré 25 points PPR tous ensemble sur 3 matchs depuis que J.K. Dobbins est tombé. Donc tu vois, il y a Willis-Lee qui est tombé. Bon, même si Smart, il l'a bien remplacé sur 24 autres contre 6 contre Fisk, hein, tight end remplaçant. Mais bon, il suffit qu'un Quentin Johnston aussi drop beaucoup. Il suffit que Justin Herbert, il fasse de temps en temps des mauvaises lectures. Faut que c'est presque une année une pour les Chargers. Hein. Et si Herbert il est là depuis un petit moment, je pense qu'il y a plein de petits détails qui font que ça va se faire. Quoi. Les Chargers, ça surperforme, je pense, par rapport à ce qu'on avait prévu avant la saison. Ils sont allés plus vite que leur planning. Là, mais bon, de là à dire que c'est les Buccaneers qui les font retomber sur terre, c'est un petit peu surprenant. C'est ça surtout. Tu as l'air d'acquiescer, Antoine. Ouais, pour moi, c'est plus ça. C'est-à-dire que oui, il surperforme un peu, même si je trouve que Justin Herbert commence à prendre le plein potentiel de ce qu'il est capable de faire. Alors, ça sera jamais le joueur qui fera la différence tout seul, mais en tout cas, il commençait à basculer dans cette catégorie de joueurs qui étaient capables de faire très peu d'erreurs et du coup d'amener un minimum de points pour permettre ensuite après à sa défense de plutôt finir le travail. Mais moi, c'est surtout le fait de se dire, putain, les Buccaneers, ils passent 40 points aux Chargers. Une top 5 défense NFL, il n'y a pas encore, il y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, c'est ça qui est vachement étonnant, et je rejoins complètement Alex. Baker Mayfield, ça sera le plus gros regret de sa carrière, je pense, quand il arrêtera. C'est de se dire que c'était un quarterback qui était capable pour le coup lui de faire gagner un peu tout seul, qui est capable de sublimer l'attaque au complet, mais qu'est-ce que parfois il peut être catastrophique, et c'est vraiment ça qui sera regrettable, où il pourra peut-être s'en mordre les doigts si il obtient pas quelque chose d'honorifique à la fin de sa carrière. Alexandre, toi tu l'avais ce match-là, mais tu en as un autre, c'est celui qui a été extrêmement prolifique en termes de points, c'est Bills Lions, si je ne me trompe pas. Ouais, Bills Lions, c'est un sentiment partagé parce qu'en fait, quand tu es fan de football, je pense qu'on l'est tous, on n'est pas des haters, quoi. On veut du spectacle, on veut du football, et ça pue le football. Et ça pue le football en plus, aussi bien, pas que à dire juste, ouais, mais les défenses étaient à la rue, c'est qu'il y a des actions juste de dingo, des trick plays de dingo. Alors, pas tous les trick plays, on va peut-être en parler dans un notamment, mais c'était un match incroyable, des performances incroyables des deux côtés, parce que tu parlais dans ton intro de Josh Allen et MVP, qui pour moi, en effet, je suis de ton côté, il vient comme ils disent les Anglais, d'oblitérer en effet son billet pour le titre de MVP face à Lamar ou à Barclay. Mais Goff en face, il est juste incroyable avec tous ses comparses, malgré la blessure de David Montgomery. Et après, malgré une fin de match pas tout à fait bien gérée, pour une fois, de Dan Campbell. Antoine, tu l'as vu, tu as vu le résumé, je ne sais pas si tu as vu les highlights, soit rapidement, mais le onside kick, tu l'as vu.
Toi qui as joué au foot, est-ce que tu l'as compris, ce play calling, ou là on est sur du Dan Campbell qui a envie de faire le cirque Zapata, plus que du vrai coaching de football là. Ouais, je pense que c'est un excès d'orgueil. C'est un excès de confiance à ce moment-là du match, clairement. Mais ça, c'est du Dan Campbell tout craché, c'est-à-dire que c'est typiquement le type de coach qui transmet tellement de confiance à ses joueurs que dans, euh, dans un pourcentage beaucoup plus élevé que la moyenne, ce type de choses, ce type de trick play serait passé en fait. Parce que ces joueurs vont être sublimés un peu par la chose. Je pense que la seule chose qu'il avait oublié, c'est que c'était les Bills en face et que c'est une des équipes les plus sauvages en termes de coaching et de maîtrise, et que ça peut pas passer face à ce type d'équipe. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il y avait la place, surtout qu'ils font un comeback quand même assez incroyable, hein, parce qu'il y a 20 points d'écart à un moment et qu'on peut se dire que bon bah ça y est, les Lions n'ont pas pris la pleine mesure et que Josh Allen marche complètement sur l'eau. Ça me fait mal de le dire, mais c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, ouais. Je pense que là, c'est un excès d'orgueil, mais ça peut être pour moi que du bon pour l'avenir des Lions. C'est-à-dire que Dan Campbell, il va rentrer aussi un peu dans un cadre. Il aura cette folie de temps en temps sur ce type de tentative. Mais il sait que contre des équipes où globalement ils peuvent pourquoi pas se rencontrer au Super Bowl, ou contre des équipes de l'autre côté dans la NFC où ça aura quasiment le même type de niveau, il pourra plus se permettre de faire ce type de choses ou de tenter ce type de choses. Il y avait une stat extrêmement intéressante que j'ai trouvée qui disait que quand les équipes peuvent encore gagner, les onside kicks ont un success rate de 60% versus 20% quand en fait il y a plus d'une possession d'écart par rapport à l'équipe d'en face. Dans les deux stats, je trouve énorme les chiffres. À chaque fois, on voit des onside kicks ratés, mais en fait, l'échantillon est assez faible et on voit que la motivation est liée à l'écart qu'il y a à l'équipe adverse, a une importance folle. Toi, Alexandre, est-ce que tu es d'accord avec Antoine? Est-ce que tu avais un avis un peu différent? Il faut parler un peu de NFL, là, je veux dire, même si on parle d'une émission fantasy, il s'est passé un truc incroyable dans ce match. Est-ce que ça joue pour toi tout sur la défaite des Lions qui perdent de 6 points seulement? Est-ce que ça joue tout sur les... Oui, non. Alors, je suis d'accord entièrement avec Antoine. C'est le propre de Dan Campbell. La preuve, hein, il y a des trick plays qui fonctionnent énormément avec les Lions. Les Lions sont, je pense, l'équipe qui tente peut-être le plus de trick plays possible, inimaginable. Alors Dan Campbell / Ben Johnson, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça va ensemble. Et donc, parce que le trick play version rugby, Amon-Ra St. Brown qui passe en arrière, bon, ça passe crème. Mais Dan Campbell. Coutumiers du fait. Ils sont coutumiers. Oui, voilà, justement. Ouais. À croire qu'en fait, il y a une approche très européenne, tu vois, du sport, du foot américain chez les Lions, pas juste américain, historique, boum boum, basique, quoi. Donc, mais je suis d'accord que de toute façon, c'est l'état d'esprit de Dan Campbell, que ça peut être, je pense, à force, l'épée à double tranchant. Donc, il faut juste qu'il calme un peu sa fougue de temps en temps, qu'il fasse des choix un peu plus peut-être mesurés. Là, moi, personnellement, ce que je n'ai pas compris, c'est surtout le timing. C'est le temps qui restait. Pourquoi tu fais ça? Il reste quoi, c'est pour ça que je pose la 11 minutes, question. 12 minutes? Ah oui, il reste 10 minutes dans le quatrième quart-temps. Ouais, c'est ça. 11 minutes, je crois. Tu fais, mais alors, c'est une stratégie. Comme tu dis, la stat, elle est dingue. Mais bon, en plus, ça dépend énormément des special teams. Hein. Mais là, il est trop loin presque. Enfin, je veux dire, par rapport à la stat, finalement, le chiffre, il est trop mauvais. Comme dit Antoine, je pense que quand ça s'est calmé en rentrant à la maison, il va revoir ça, il va faire bon, bah j'ai merdé. Je sais pas pourquoi peut-être allé trop loin là. Ouais, ou on a merdé avec. Voilà quoi. Vas-y, Antoine. Non, mais je pense qu'il faut prendre aussi quelque chose dans cette statistique, c'est qu'elle prend peut-être en compte l'ancien système de kick-off où l'inside kick pouvait être parfois un petit peu plus trompeur, tu vois. Oui. Et là, maintenant, en fait, tu es obligé d'annoncer l'inside kick pour que l'équipe se mette en place, en fait. Tu ne peux plus... Ouais, et donc, du coup, tu le sais plus ou moins. Ça n'enlève pas que
pour l'avoir Enlève vécu pas à McCollins, par exemple, quand même. Oui, voilà, non, mais pour parler à ma maigre expérience, ça n'enlève pas que quand tu sais que tu vas jouer un onside kick, que tu es l'équipe et que tu n'as pas le droit de te tromper, les jambes tremblent un peu plus en face et que tu sais qu'il suffit d'un bon bloc ou en tout cas d'une belle échappée pour avoir quelque chose de vachement intéressant. Mais là, je pense que ouais, c'était mal calculé malheureusement, mais bon, ça fait partie du personnage. Dans ce match-là, l'air de rien, Alex, toi qui citais ce match d'un point de vue fantasy, on n'apprend pas grand-chose. Finalement, tout le monde a un petit peu donné les points qu'il devait donner pour ceux qui ont starté ces joueurs. Il y en a un qui malheureusement a un impact énorme sur les 2 prochaines semaines en fantasy. C'est la blessure de David Montgomery. Je ne sais pas si tu l'as dans tes ligues, Alexandre, mais moi j'ai une question qui est un petit peu chaude. Je te prends un peu en dépourvu, mais est-ce que c'est la voie royale pour Jahmyr Gibbs ou est-ce qu'il y a un joueur quand même derrière qui pourrait remplacer un tout petit peu les prestations de David Montgomery? On pense notamment à Reynolds ou à Vaki. Est-ce qu'il y a quelqu'un que les demi-finalistes de fantasy devraient aller chercher quand on a David Montgomery? Eh bien, là, je suis pas sûr, tu vois, parce que justement, comme ils sont un peu tout terrain entre guillemets les Lions et qu'ils inventent des jeux, enfin qu'ils inventent ou qu'ils revoient des jeux, je pense que ça serait peut-être plus un receveur qui a la main chaude qui serait encore plus important. On en avait parlé pendant le warm-up. On avait dit que Tim Patrick aurait encore peut-être sa patte. Quelle patte Patrick, mais non, voilà. Et il l'a eu. Donc je me dis que parce qu'avant ça se cantonnait plutôt à certains joueurs, c'était un peu plus, on avait un peu plus de certitude. Là, c'est un peu plus large peut-être. Je sais pas trop. Peut-être que ça va être plus pour un jeu pour Laporta, parce que Laporta, il est quand même pas, on trouve pas la prépondérance de Laporta dans le jeu. Oh, il a été monstrueux dans ce match quand même, mais bon. Oui, voilà, mais je veux dire, il a été monstrueux dans ce match à partir du moment où Montgomery était plus trop là. Donc justement, D'accord. je pense pas que ça soit juste pour contrairement à d'autres équipes, tu vois, tu peux pas te dire next man up en running back, je suis pas sûr. Intéressant. Tu aurais un autre commentaire, Antoine, avant qu'on passe au sujet suivant? Ouais, moi je pense qu'ils vont pas tant le changer que ça, mais qu'ils vont beaucoup plus faire appel à certains joueurs comme Jameson Williams qui peut aller aussi dans le backfield, de ce type de joueurs-là, où ils vont bénéficier un peu de la vitesse pour créer du mouvement. Je sais pas en fait si aujourd'hui ils ont envie de tout changer, mais enfin de tout changer. C'est un mot fort, hein, mais en tout cas de se dire tiens on va rajouter quelqu'un, une pièce encore en plus à ce moment-là de la saison, alors qu'ils ont quand même pas mal d'assets. Voilà. Il y a un remplaçant que vous pouvez aller choper potentiellement dans vos ligues suite à la blessure de David Montgomery. Alors, c'est un long fetch, mais de l'air de rien, ça fait 2 semaines qu'il fait des performances. C'est Ty Johnson, de l'autre côté de Buffalo, qui nous a fait, pour ceux qui sont en half PPR ou en PPR, de très beaux scores. En effet, il a 5 réceptions sur 5 targets et 114 yards en tout. 14.8 après avoir fait 12.5 contre les Rams la semaine dernière. Donc potentiellement, en cas s'il est disponible, ça peut peut-être vous aider à remplacer David Montgomery. Parce que Ty Johnson, c'est pas le justicile de Buffalo Bills. Oui, ou un James White déguisé ouais, à l'époque. Même Ray Davis, je crois, si je me trompe pas, c'est comme à la passe, son touchdown. Oui, je crois aussi. Hein. Donc c'est même pas à la course. Tout à fait, puisque c'est un screen où d'ailleurs Josh Allen est pas loin de lancer trop loin le ballon, d'ailleurs c'est un petit peu trop de vélocité, mais enfin bon, Davis très bonne main. Est allé le chercher. Rapidement pour moi, mon match c'est Steelers-Eagles, mon match marquant. Je suis je crois que dans le pick-em, j'ai dû mettre les Steelers à toutes les semaines vainqueurs. Je les avais mis encore, mais les Eagles font un statement. Il y a notamment certains joueurs qui font un statement. Barclay,
Peut-être il a que 19 carries, mais il n'a pas beaucoup joué lors de la première mi-temps. Donc à ne pas trop prendre en sérieux, par contre à surveiller d'un point de vue santé. Mais il y a des choses qui vont être dites un petit peu plus tard dans l'émission sur certains joueurs de ce match. Donc je vais pas trop m'attarder. Je vais plutôt saluer le chat que je n'ai pas fait depuis le début. Salut Zinkou, salut Pierrot, salut Znoki, salut Nimodo, salut Christian Moll, Pierrot 38, Mich 4530 qui est en fait Vikingator. Donc merci à vous d'être présents. On est beaucoup là en live, ça fait vraiment plaisir. Deuxième chapitre de cette émission, c'est les matchs de cette nuit. Encore une fois, il y en a qui ont les coucougnettes qui tremblent, les cuisses qui se touchent avant cette nuit. Deux matchs qui, l'air de rien, en fantasy, ont de l'impact. Alex, je vais commencer par toi. Il y a beaucoup de joueurs fantasy dans cette nuit. Selon toi, qui va le plus décevoir les managers dans ces quarts, et au réveil demain matin, il va y avoir des larmes qui vont couler? Je te vois réfléchir, Alex. Ouais, parce que je m'attendais pas à la question. Alors, pour ceux qui croient peut-être encore Cousins, c'est pas sûr. Voilà. D'ailleurs, je fais un aparté, j'ai une stat de dingo sur Kirk Cousins. Josh Allen, donc, a marqué 93,2 points en point standard sur ses 2 derniers matchs. Kirk Cousins, il a marqué 93,1 points sur ses 8 derniers matchs en standard. Ouais, c'est violent. C'est une violence. C'est violent. Ouais, j'ai peur en fait j'ai peur pour Chicago et pour ceux qui startent Chicago en fait, et notamment un de mes chouchous, DJ Moore. J'ai peur pour DJ Moore, par exemple, ou Keenan Allen. Voilà, c'est surtout ça. Après, et sinon peut-être Brock Bowers en face, mais comme Atlanta, c'est pas une défense de ouf. Moi, j'ai surtout peur pour ceux qui startent Chicago. Antoine, je t'ai vu acquiescer. Pourtant, Minnesota est une très mauvaise défense contre les receveurs adverses. Donc, est-ce que, comme Alex, tu penses que DJ Moore et Keenan Allen, ou alors Rome Odunze, j'imagine peut-être, doivent être à craindre cette nuit? Non, moi je suis d'accord avec Alex. En fait, le vrai souci de Chicago, c'est que en fait, il y a 2 façons de voir le match. La première façon, c'est de se dire que Chicago va être capable de tenir la dragée haute à Minnesota. Et du coup, dans ces cas-là, faut starter personne de Chicago parce que potentiellement, ça va être un match avec très peu de points. Par contre, si Minnesota gagne 21-28-0 à la fin de la première mi-temps, ou en tout cas pas très loin de ça, là, par contre, vous aurez bien fait de starter un Keenan Allen ou un DJ Moore parce que le garbage time de la seconde période avec Caleb Williams, c'est ce qu'il va pouvoir envoyer. Potentiellement, je pense que ça peut être intéressant. En fait, Minnesota et la défense surtout de Brian Flores, s'il commence à blitzer et faire de la cover 0 comme lui, et c'est vraiment sa patte depuis qu'il est en NFL, en tout cas pour pas mal, Caleb Williams, il n'est pas capable, il ne sait pas encore lire ce type de défense, on le voit chaque semaine, c'est une catastrophe. Et donc, du coup, potentiellement, c'est assez compliqué. Donc, et il n'a pas trop la ligne face au blitz, d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est un peu tout ça, c'est qu'il garde trop le ballon parce que sa lecture est pas bonne. Il y a vraiment un ensemble qui fait que. Donc, je partirais du principe de se dire, soyons prudents, on starte personne du côté de Chicago. Et au contraire, à Minnesota, là, vous avez la possibilité. Il y a Addison, il y a Jefferson, il y a de quoi faire. Et si vous avez même la défense de Minnesota dans une fantasy, là, c'est peut-être l'occasion de prendre un peu de. Moi, je serais plus inquiet pour Brock Bowers parce que j'ai appris que c'était Desmond Reader qui allait starter pour Las Vegas Raiders. Ah, bah, le Desmond Reader Revenge Game. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, oui, c'est Revenge que de nom, hein, parce que après, je sais pas de quoi il veut se venger. Peut-être d'avoir été drafté. C'est peut-être ça où il veut se venger. Pourquoi j'ai été drafté en NFL, quoi. Qu'ils disent pardon, c'est déjà pas mal. Mais par contre, qu'ils disparaissent. Pas qu'ils disent pardon, qu'ils disparaissent. Voilà. Non, mais par contre,
Bijan Robinson, pour le coup, là, si vous l'avez, il faut le starter parce que je pense qu'il peut faire quelques dégâts Bah, dans cette. alors s'il y en a un qui le bench, moi j'arrête la Merci, fantaisie. Hein. merci. En playoff, les gars, startez Bijan Robinson. Ouais, mais Statement. il a pas été si bon. Il a pas été si bon que Merci ça sur Antoine de les derniers revenir dans matchs. l'émission pour nous dire ça. Hein. Tu fais Mais bien, hein. Merci. s'il y en a qui se posaient encore la question, ce soir, faut le starter. Voilà. Bon. Ouais, bah, En tout cas, Oh, évidemment, évidemment. moi je me j'aurais. permets d'enfoncer Taquine, des hein. portes ouvertes. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Taquine. Il y en a peut-être qui se posaient la question par rapport à Swift, par exemple. Non, mais du coup, pour aller dans le sens de Kirk Cousins qui va pas bien, moi, c'est Drake London et Darnell Mooney qui me font un peu peur. Même si Las Vegas est en train de tomber. En tout cas, je suis pas sûr que je mettrais un Penix sur une performance de Drake London. Allez, Je l'ai passé. Vikingator qui nous dit perso, j'ai Darnold, Jefferson, Moore et la défense des Vikings. Donc on voit qu'il est parfaitement objectif dans ses choix en fantasy. Pas du tout romantique, enfin. Non, pas du tout. 50 points de retard. Mon adversaire n'a plus de joueurs en face. Ça va être chaud. 50 points. Darnold peut en faire une vingtaine. Jefferson une quinzaine, ça fait 35. Bon, c'est faisable, c'est faisable. Il faut espérer que Jefferson puisse prendre les ballons d'Addison pour toi. Très bien, merci messieurs. Étant donné que vous êtes là, j'avais envie de faire un petit focus. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Antoine est un fan des Dolphins et Alexandre, comme son nom l'indique, est un fan des Packers. Et je me suis dit que pour vous, nos chers fans de fantasy adorés, il peut être intéressant de faire un petit stop sur ces deux équipes parce que l'air de rien, là-dedans, il y a des joueurs fantasy qui posent question. On a vu notamment un Romeo Doubs de retour. On a vu un Tyreek Hill sur les deux semaines précédentes qui était soi-disant de retour, un Tua qui n'a pas compris qu'en fait ça fait bobo à la tête de prendre des coups. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de se poser 2 minutes et d'en parler. Donc Antoine, viens s'il te plaît à la barre et viens essayer d'aider un peu nos fans de fantasy. À quel point peut-on faire confiance aux Dolphins, aide les futurs demi-finalistes? Quels sont les joueurs qui aideront et ceux qui plomberont leurs équipes? Voilà. Je vais juste dire un truc, moi. Vu le chat interne de Fantasy Ballers, ça m'étonnerait qu'ils viennent défendre les Dolphins. En fait, il vient. C'est pour ça que j'ai dit aider et plomber. Le mec, je savais qu'il avait le bazooka. Il était prêt avant même que je lui envoie un message. Il est pas monté au plomb, là, lui. Hein. Attendez. C'est pas du plomb qu'il a. En fait, je peux même quand même dire un tout petit peu les coulisses. Et quand on a préparé Dis pas les l'émission, mots, par contre. Hein. Dis pas les mots qu'il a écrits. Hein. Quand on a préparé l'émission et que j'ai envoyé le conducteur Antoine, il m'a dit j'argumenterai tout, je dirai rien que la vérité et j'en ai ras le cul. donc Antoine, tu es à la barre, tu y vas. Ah mon Dieu. Oui, bah écoutez, là je suis vraiment désolé, mais ça va être compliqué cette histoire. Hein. Non, malheureusement, tu peux pas faire confiance à cette équipe. Ce qui est compliqué, c'est que Tyreek Hill, il nous a sorti le jeu du magicien en disant ah, j'ai fait plus de 100 yards. Tua m'avait manqué. Il sort ça en interview d'après-match. Tua m'avait manqué. On s'est reconnectés ensemble. Du coup, c'est génial, etc. Et en fait, Tua, quand tu regardes un peu sa ligne de statistiques, même hier, il complète encore 74% de possession, mais c'est beaucoup trop, c'est trop stérile en fait. C'est hyper stérile. Il y a 25% des passes qui sont derrière la ligne de scrimmage, donc pour vous dire. Et puis en fait, finalement, il va s'en tirer avec 200 yards, mais au moins 1 ou 2 interceptions parce qu'il va prendre un peu des risques à un moment. Et ce qui va venir compliquer la chose, et c'est surtout mon propos, c'est que Waddle est blessé. Alors, a priori, c'est day-to-day. Donc, il sera sûrement disponible pour ce week-end. Mais ils n'ont pas trouvé le rythme cette année. Et quand il y en a un qui est bon, l'autre est très mauvais. Et inversement, la seule valeur sûre des Dolphins aujourd'hui, c'est Devon Achane. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a entre 20 et 30 ballons si tu prends le nombre de réceptions et le nombre de courses.
Ryan Mostert, je suis désolé pour ceux qui l'avaient drafté en se disant tiens, il a battu le record de touchdown l'année dernière et cette année, il va continuer sur sa lancée. Il est cramé complet. Il n'avance plus du tout. Jalen White, pour ceux qui l'ont drafté en se disant ah, pourquoi pas, etc. Je suis désolé, il ne jouera pas. Donc, en fait, Devon Achane est vraiment la valeur sûre. Jonnu Smith en 2, et de manière très sincère, il a trouvé son rythme avec Tua. C'était ce qui lui manquait un peu, et c'est le go-to guy un peu où vous allez pouvoir prendre un touchdown, que ce Il est soit du incroyable garbage son time. touchdown d'ailleurs. Ouais, il est incroyable. Waouh. Il est vraiment incroyable. Et vraiment, il a sauvé des situations hier où il va chercher des troisièmes tentatives un peu tout seul après avoir pris un catch dans un contest. Il faut dire que la défense des Texans était quand même assez bonne. Donc, non, je suis vraiment désolé, mais startez personne. Si vous voulez jouer une demi, et de manière très sincère, hein, et très triste aussi, pour ne pas dire complètement colérique, parce que ça sera trop. En fait, c'est beaucoup trop aléatoire. C'est beaucoup trop aléatoire aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai vu une stat qui est assez drôle, c'est que tu as en carrière à Alabama 37 victoires, 0 défaites contre des équipes qui sont nulles étant hors du top 25, et 6 victoires, 6 défaites contre des équipes du top 25, la plus belle étant la finale contre Georgia, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il est en train de refaire le même schéma. On joue le week-end prochain, je ne sais plus qui d'ailleurs, j'ai complètement déconnecté depuis hier soir, mais en tout cas, une équipe qui sera quand même assez balèze, ou San peut-être pas. Francisco. San Francisco, bon, autant vous dire, les gars, Oh ne bah draftez. non, c'est nul. C'est bon, ils peuvent y aller. Tu pouvais. Alors, en Non, demi-finale et non, non. playoffs, starter donc les Dolphins. C'est bon. Non. À la limite, Devon Achane et Jonnu Smith, vous pourrez avoir un peu à l'intérieur. Mais Tyreek Hill, il est double coverage toute l'année. Donc, hier, il a voulu lancer sur lui 3 fois à 3 interceptions, 2 sur 7. Il fait à la passe en visant Tyreek Hill. Ça, c'est une bonne stat, n'empêche. C'est une très très bonne stat. Ouais, c'est une bonne stat. Non, mais C'est je pense que très c'est fort. plus que les yards, c'est surtout le nombre d'interceptions quand on lance le ballon à Tyreek Hill. Oui. C'est une très bonne stat. Il a envoyé un receveur à la mort aussi. Bon, alors, c'est dur ce que je veux dire, mais bon, globalement, le ballon était un peu léger. Il va bien, hein, Grand Dubos, il va bien. Mais voilà, en tout cas, il y a un ensemble qui fait qu'on peut pas faire confiance on peut plus faire confiance à cette équipe, hormis 2 joueurs, Devon Achane et Jonnu Smith. Alexandre, globalement, une réaction? Non, mais je pense que je vais pas m'étendre. Juste, Jonnu Smith a eu 76 targets sur ces 10 matchs. C'est 10 le derniers meilleur joueur matchs. de Miami. Tyreek Hill en a eu 73. Voilà. Ça, Ray Mostert depuis Il a que- souvent oui. fait ça, hein, Jonnu. Hein, quand il était à Atlanta, à New England, il a toujours pris les ballons à d'autres joueurs. Hein. Oui, oui, mais après, on était étonné de l'utilisation. Moi, j'étais plus sur le donc Titans, hein, oui. J'étais assez hype à l'époque Titans. Mais il est passé par Atlanta, il me semble, non? Et il est passé Oui. après par Atlanta. Oui, 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 c'est on est d'accord. Titans, Atlanta, Patriots, Patriots Dolphins. et Dolphins. Ouais, quand même. Mais donc Titans, je m'étais dit voilà, un Titan et tout. Puis d'un coup, voilà, est parti dans un no man's land. Bon, après au Patriots, c'est normal qu'il parte dans un no man's land. Mais même le début de L'utilisation saison des chez joueurs nous. était chaude. Oui. Et puis après, voilà, justement, c'est pour ça que je parle des 10 derniers matchs. Je ne parle pas de l'ensemble de la saison, parce qu'au début, il était inexistant, mais voilà. Et puis sinon, Jalen Wright, il a eu que 3 snaps depuis que Raheem Mostert en fait est revenu sur le dernier match. Donc voilà, quand Raheem Mostert est là, Jalen Wright disparaît. Donc il ne faut pas s'attendre de toute façon à l'émergence de Jalen Wright, ça c'est sûr. Et malheureusement, de toute façon, on attend toujours l'émergence de Raheem Mostert. Mais non, j'ai rien à rajouter par rapport aux Dolphins. C'est la cata, trop d'air, tu as. Et puis après, je ne sais pas si tu vas parler des flops, mais moi à la base, c'était un de mes flops, tu as. Donc bon. C'est le chapitre suivant. Avant, tu peux prendre la place. Merci Antoine. Ouais. Tu peux sortir de la barre. Alexandre, Merci maître. tu es Merci à la maître. barre. Et d'ailleurs, Antoine, tu as cité quelqu'un qui est le parfait lien, la transition avec les Packers. C'est Grant Dubose. Grant Dubose, qui n'est pas enceinte. Si vous l'avez, voilà, petite blague. Est en fait un joueur sophomore qui était à Green Bay l'année dernière. Et
Du coup, on va pouvoir parler des Green Bay Packers. Ah, je la kiffe, je viens de... Ouais, je kiffe ma blague. Voilà, terminé. Les Packers qui ont battu les Seahawks, je pense de bien meilleure facture que tu l'imaginais, Alexandre. Te connaissant un tout petit peu plus pessimiste que la normale. Normale pour un Je fan l'ai des dit en Packers. warm-up. Je l'ai dit en Oui, warm-up. mais tu as dit, je pense que les Seahawks vont gagner, mais pendant mon pick-em, je vais mettre Green Bay. Voilà ce que tu as Ah oui, dit. Donc, tu as quand oui, même pensé que les Seahawks allaient gagner. Donc, tu nous as bien fait une oui, tête de oui. fromage de base. Non, mais Non, 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 on non. t'en veut C'est pas. pour dire que non, c'est pour dire que justement, oui, j'admets, j'assume totalement d'avoir été pessimiste sur ce On, coup-là. on t'en veut absolument pas. Cependant, il y a des choses à retirer de ce match et il y a certainement des choses hyper importantes pour les 2 prochaines semaines. Est-ce que tu peux éclairer nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, j'assume parfaitement d'avoir été pessimiste parce que la défense de Seahawks ne plaisantait vraiment pas sur cette dernière semaine, à tous les points de vue. Et je n'ai pas compris, à l'heure actuelle, comment les Seahawks ont joué. Mais bon, pour parler plus sérieusement, et plus foncièrement, des Packers, pour la suite, en fait, en gros, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que Love, il est comme c'est pas quelqu'un qui court, c'est un bon QB1, low-end QB1, bon plancher. C'est-à-dire qu'en gros, c'est théoriquement, statistiquement, 18-19 points de moyenne, minimum. Voilà. Il a fait Donc, 21,5 hier. voilà, il a fait 21,5 sur une belle victoire. Une deuxième mi-temps un peu plus discutable. Une première mi-temps, rien à dire. Mais parce que c'est l'utilisation et la fleur, comment il l'utilise, pour l'attaque des Packers. Donc, Love en QB. Je vais parler d'un joueur, mais tout à la fin, parce que ça se passe de commentaires. Après, en termes de receveur, pour moi, c'est, je le dis depuis de toute façon la draft, Romeo Doubs est le joueur théoriquement en qui on peut avoir le plus confiance. À l'heure actuelle, je m'étais noté avec 2 matchs en moins, parce qu'il a été absent de 2 matchs, et l'aspect pléthorique des receveurs chez les Packers, il est receveur numéro, j'avais marqué quoi? 54 en half PPR. Si on compte 54, en gros, ça fait WR 4-5. Donc, en gros, c'est un flex. Et encore une fois, avec 2 matchs en moins. Parce que en même temps, le côté pléthorique des receveurs chez les Packers fait qu'on n'a pas une stabilité au niveau du corps de receveur et donc des stats de Romeo Doubs. Mais je pense personnellement qu'en termes d'implication, /talent, on va dire, soupape de sécurité de Love, Doubs est le meilleur receveur. Et la réception en end zone qu'il fait montre comme quoi, bon, c'est quand même un receveur de qualité juste incroyable. Ah, les mains très basses, son deuxième touchdown, oui. Mais il est Mais incroyable. permets-moi du coup de venir te provoquer. Moi, je comprends, j'ai du mal. J'arrive à saisir l'idée. Romeo Doubs, évidemment, je voulais faire un tout petit focus sur lui. Pourquoi? Parce que semaine 16, semaine 17, c'est la Nouvelle-Orléans et Minnesota qui sont 2 défenses permissives face aux receveurs adverses. Donc, Romeo Doubs pourrait être votre receveur champion peut-être. Néanmoins, Romeo Doubs, c'est en moyenne, et j'enlève les 2 matchs où il ne joue pas, hein, c'est en moyenne 7 points par match en fantasy, en half PPR. Donc tu dis on peut avoir confiance, mais peut-on réellement? Je veux dire, face à on prend Jacksonville, qui est quand même la pire défense contre la passe avec Détroit aussi, hein, c'est 8,7, 4,8. Alors, c'est quoi le problème? C'est Jordan Love, c'est Romeo Doubs, c'est le Matt Lafleur, c'est la ligne, c'est quoi? Mais tu m'as demandé aux Packers. Je t'ai pas dit que c'était le mec qu'il fallait starter au-dessus de tous les autres receveurs en fantasy. D'accord. Donc, c'est pas un start obligatoire dans ces 2 C'est, prochaines semaines. bien sûr, c'est un flex en fonction du match-up. Si on a Romeo Doubs, comme moi je l'ai dans certaines ligues, bon, il y a des ligues où je l'ai starté, par exemple ce week-end, et des ligues où je ne l'ai pas starté.
parce que j'avais peut-être mieux, j'avais plus de confiance. Je sais pas, par exemple, dans ma foutue trophée FB, où je performe cette semaine alors que je suis pas en playoff pour un spot, je l'ai mis sur le banc à la base parce que j'avais préféré quand même mettre un autre joueur. Pour qui? Tyreek Hill. Non, j'avais mis. Non, parce qu'à la base, Dobbs, je l'avais pas mis en receveur pur. Je l'avais mis ça a considéré en flex et j'avais préféré Brian Robinson. Tu vois, je suis comme toi, moi, les running backs. Bon, j'ai préféré Brian Robinson. Bon, bah, je perds quand même dans l'histoire juste 7 points dans la gueule quand même. Mais en même temps, bon, pire que ça, c'est que j'avais encore fait confiance à Deebo Samuel. Bon, en receveur numéro 3. Bien mal m'en a pris. Je m'étais dit que c'était le match où il fallait. Bon. Après, tu vois, mes autres receveurs en trophée B, c'est CeeDee Lamb et Brian Thomas. Bon, tu vois, ils performent, ils font 50 points eux deux. Mais pour les Packers, je te dirais ça, parce que d'un coup, on a eu cette mode où on a dit, ah là là, Jaden Reed, en fait, c'est le receveur numéro 1, en tout début de saison, je sais pas. C'est un receveur numéro 1. Non, c'est trop volatile. Je dirais presque, en fait, celui qui pourrait plus faire douter les joueurs, les managers de fantasy, c'est à la rigueur Christian Watson, qui, par ses stats et ses derniers matchs, parce qu'en fait, il a 22% de target share par match sur ses 7 derniers matchs. Il a, et c'est son plus haut, et là, ces derniers matchs, c'est son plus gros single game. Je mélange les termes en anglais, français, ça va faire mal. Bref, sur les 6 derniers matchs. Et avant, c'était 15,6. Donc, si tu veux, tu te dis, bon, maintenant, après, Christian Watson, globalement, même s'il a fait une réception de malade en tournant sur lui-même, on est sur du jeu long. Alors, justement, Jordan Love, c'est un des rares quarterbacks maintenant en NFL qui, comme Jameis Winston, un peu comme Baker Mayfield, les double coverage, il en a rien à foutre, il balance quand même la balle. Mais c'est pas trop le type de QB en NFL. Mais donc, du coup, tu peux te dire, mais ça passe ou ça casse. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le résumé des Green Bay Packers. Je veux dire, à part Josh Jacobs, tous les joueurs que l'on va starter des Green Bay Packers, ça passe ou ça casse. Ça peut être très haut, ça peut être plutôt bas. Mais c'est ça. En fait, si tu veux, les Packers, comme était à l'époque, on avait fait ça pour les Eagles avec la tête de chien, on est les underdogs, mais en puissance. C'est-à-dire que, en fait, je pense que n'importe quelle équipe se dit merde, je vais rencontrer les Packers, je peux perdre. Non, mais en fantasy, je veux dire, en fantasy. Oui, mais ça va avec, parce qu'il y a les performances du coup. Tu vois Parce que là, on voit Christian Watson, par exemple, on l'a vu faire des choses, de très belles choses. Il est à 50% de réception. Et il a eu 17 points contre Chicago, 0,4 contre San Francisco, voilà. 7,7 contre Miami, 11,4 contre Détroit, 7,1 contre Seattle. Donc, et Dobbs, c'est la même chose. Tucker Kraft, par exemple, c'est à peu près la même chose aussi. Il a eu 9,6, 10,8, 11,6, 4,4. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il n'y a que Josh Jacobs, en fait, qui est finalement le plus stable. Voilà. Ben justement, c'est pour ça que je disais, toi, dans ma liste, quand je t'ai donné en off sur les Packers, je n'ai même pas parlé de Kraft, parce qu'en fait, c'était ou Dobbs ou Kraft, puisque c'est du post flex, tu peux dire ou Dobbs ou Kraft. Et je pense que peut-être Dobbs est peut-être encore un peu plus certain que Kraft, mais dans ce marasme. Mais sinon, et après, mais l'attaque tourne autour de Josh Jacobs. Il tourne autour du jeu de course. C'est évident. Donc les certains pour les demi-finales, c'est Josh Jacobs, Romeo Dobbs en flex et Tucker Kraft en tight end. Voilà le résumé Même pas. Faire. Pour moi, c'est Love à la rigueur en QB1 si on stream ou quoi que ce soit. Même si en trophée FB, c'est Lock, les Lock bloqués. Pas Drew Lock, oui. Ni Andrew Lock. mais sinon, en fait, les plus sûrs, c'est Love et Josh Jacobs. Le reste en flex, et puis bon. Voilà, tout vous saurez tout sur Green Bay et les Dolphins. On peut passer maintenant à nos top et flop. On y va. Antoine, je te donne la main. Dans les tops de ton week-end, il me semble que tu avais Baker Mayfield. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sinon, tu nous en donnes un petit autre.
Ouais, allez, je peux en donner un autre. J'avais James Conner aussi, qui était pas attendu aussi aussi haut et qui m'a bien fait plaisir. Bon, ça m'a pas permis de gagner, mais en tout cas, il m'a quand même bien fait plaisir. Parce que je viens de voir la stat là de Trey McBride. Le gars a quasiment 90 réceptions, 960 yards et des bananes et 0 touchdown. Donc, ça veut dire que James Conner, pour le coup, est vachement prolifique et ça, c'est quand même top. Donc, c'était vraiment une bonne chose de l'avoir. Pour autant, il fait 13 points, Trey McBride. Hein. Mais voilà, en tout cas, James Conner, 116 targets. 116 targets, c'est 116 incroyable. targets, 100 touchdowns. Tu te rends compte? 116 targets. C'est ouf. C'est ouf, le bug, même lui, il doit être au fond du trou. Je pense qu'il doit commencer à être ravagé mentalement, c'est sûr. Mais tu sais que Brock Bowers, ça doit pas être beaucoup mieux. Je veux dire, il a beaucoup de targets, il a pas beaucoup de touchdowns non plus. Hein. Oui, si, c'est certain. Mais il joue pas dans la même équipe et pas avec le même QB. Enfin, tu vois, Ils je atteignent moins pense, facilement la end zone, peut-être? C'est ça que tu veux dire? peut-être. Bon, il a peut-être moins d'occasions, en tout cas. Je ne dirais Mais rien sur Kyler Murray, t'as remarqué, Alexandre. Ah, mais attends, si tu savais, France. mais voilà, en tout cas, non, bon, voilà, c'est Connor. Merci, mon vieux. On n'a pas été au bout ensemble, mais c'était une belle marade. Après, tu étais occupé, mais on en a parlé pendant le warm-up. On avait dit quand même que Conner, c'était même pas le 11 d'un doute de se poser question, je Ah start bah, en c'est quel sûr. poste. Conner, c'était évident sur ce Oui, match-là. oui. Et Il y a- le script du match nous a donné raison. Oui, Oui, il y complètement. avait pas mal de débats dans les choix. James Conner était une obligation pour nous. On a bien fait d'avoir dit ça. Alexandre, toi, t'en as un autre et j'aimerais qu'on fasse un focus parce que cet enfoiré, il est peut-être encore capable d'écrire encore un petit peu plus l'histoire de sa Mm. franchise et des joueurs fantasy. C'est Mike Evans, tu avais, Alexandre. Oui, ça va avec justement parce que ça faisait partie de mes top matchs aussi et du coup de top joueurs. Mike Evans a encore montré un peu plus comme quoi il était décidément un des meilleurs receveurs de toute l'histoire de la Mm. NFL. Il est, j'ai pas de mots pour le qualifier, et en plus ce que j'adore, c'est qu'on ose toujours en douter en début de saison. Mm. Ah oui, comme d'habitude. Hein. Et comme Parce qu'il a d'habitude, toujours 2-3 drogues préjudiciables où on se dit ah ça y est c'est bon, Non, allez il c'est est en train de monter l'âge. l'arme à gauche. C'est l'âge. On se dit que là, tout d'un coup, il va pas, Mais ça va vieillir. c'est-à-dire qu'en plus, comme disait Antoine tout à l'heure par rapport justement au match de la semaine, c'est que encore une fois, c'est pas toi parce que on aurait pu dire par exemple Davante Adams. On peut dire que c'était un top joueur cette semaine. Enfin, il a fait un super match, etc. Après l'adversité, c'était les Jags. Bon, là, c'est encore une fois, c'est contre les Chargers qui sont pas des peintres en défense. Je pense qu'ils fatiguent, mais ils sont pas des peintres. Le mec, il met en LPPR 32.4, 9 sur 11, 159 yards, 2 touchdowns. Alors, même si Amon-Ra Sabran met un peu plus de yards avec un touchdown en moins, je pense qu'en termes d'impact, pour moi, Mike Evans, il est, mais wow, il est à 251 yards Ah, de j'allais faire le dire. une 11e. Ah pardon, ouais. excuse-moi Francis. Non, J'ai vas-y, pas au parlé. contraire. Au J'allais contraire, sortir aussi. Vas-y, j'allais vous demander, vas-y. est-ce que vous croyez qu'en 3 matchs, il va y arriver malgré les blessures de cette année? Parce que Mike Evans, l'air de rien, je 3 crois qu'il matchs. loupe. 3. Il en loupe que 3? Ouais, 3 avec la bye, 4. Mais 3. Parce qu'en fait, Ouais. il enchaîne la bye avec. Donc, Ouais. c'est Atlanta, C'est Kansas ça. City et San C'est ça. Francisco. Avec les 3 matchs en moins, est-ce qu'il va quand même arriver à faire ses milliards? Et il est à 9 de touchdowns. Il peut encore faire milliards 10 touchdowns. Bon, moi j'y crois pour l'histoire. Je me dirais que Je vais y croire. c'est beau. Il joue les Cowboys, oui, mais on vient d'apprendre que Il joue les Diggs Panthers. était saison ending. Il joue les Ouais, il Panthers, joue les Panthers. qui est un peu comme un saloon en ce moment. C'est un peu porte ouverte. Désolé, mon Franzi. Bon. Même si Il joue la maintenant je me suis. Nouvelle-Orléans, pareil. Il joue la Nouvelle-Orléans. Ouais, c'est vrai. Ça peut être le match peut-être le plus costaud physiquement. Mais ouais, moi j'ai envie d'y croire pour l'histoire. Je pense que Alexandre est d'accord, on a tous envie d'y croire. Oui. Bah, non, mais on a envie. C'est tout. Bon, en tout cas, dans Bisous les à Doug.
Ouais, bisous à notre pirate en pédalo C'est ça. qui le souhaite. On te le souhaite, on te le souhaite. Bon, moi j'avais quand même dans les tops, hein, évidemment, quand on l'a cité, mais Jared Goff, j'avais James Conner, mais Jared Goff, parce que en fait Jared Goff, il a un truc que je voudrais juste signaler. Moi, le grand défenseur des QB late QB drafter, pardon. Évidemment, Jared Goff, il est souvent drafté par les gens qui draftent les QB tard. Bah là, il a bien mis des doigts à tout le monde. Donc, ça a bien dû faire plaisir, mais on va pas trop s'attarder là-dedans sur les tops. C'est ça les doigts? C'est ça les doigts Oui, c'est ça les doigts, c'est ça. Ouais, Tu sais que maintenant, on fait plus comme ça maintenant les cœurs. On fait maintenant les jeunes. Ah oui, c'est Voilà, ça. avec Pardon. parce qu'on Ou change même attends, les comment techniques de cœur. ça. Voilà. Il y a ça aussi. Il y a C'est ça aussi. Il y a oui, c'est ce qu'on. ça. Ouais, c'est ça, Il y a Alexandre. mon Ok. cul aussi. Parce qu'avec mon trou du Ah. cul, je peux faire un cœur si Oui. tu veux. Mais, Va prendre une pardon. pastille Vichy, Alexandre. Ah non, une dragée Fuca. Pardon. Dragée Non, Fuca. j'arrête. Antoine, tu nous as déjà bien parlé de Waddle. Tu l'avais en flop du week-end. C'est fou parce que normalement, on ne donne pas de flop blessé. Mais toi, tu l'as cité. T'en aurais un petit deuxième? Ouais, bah j'ai aussi mon Tu as amigo Tagovailoa. Tua Tagovailoa. Ouais. Alors j'ai Marine, Mostert, c'est interdit. j'ai Tua Tagovailoa, j'ai Jalen Waddle. Non, mais j'ai vraiment pour le coup, ouais, parce qu'en fait, tu vois, c'était mon QB1 dans une ligue où je pouvais vraiment, j'y croyais vraiment fort. C'est ça qui me brise le cœur, c'est que j'y croyais fort. Et l'autre, putain, il tire Pizzaiolo au pire moment, putain. Non, je vais rester poli. Marley. Allez, on en revient à la fantaisie, s'il vous plaît. Vas-y. Mais oui, non, mais bah, c'est un flop qui a été annoncé à 18 points. Tu pouvais te dire qu'au vu des prestations qu'il avait fait, où il essayait de tuer un peu le côté histoire, il avait joué dans des endroits un peu plus frais, comme à Green Bay, par exemple, il s'en était sorti avec une belle prestation. C'était l'occasion aussi de faire basculer la saison des Dolphins. Donc, il y avait quand même pas mal d'ingrédients qui étaient réunis. Et malheureusement, il est complètement passé à travers avec 3 interceptions. Et du coup, bah, ça fait que 6,8 points. Et quand tu l'as dans un scoring standard ou classique, ouais, bah, en fait, ça peut te tuer concrètement, parce qu'en plus, il lance 2 interceptions dans le 4e quart-temps à la fin du match quand ça commence à compter. Donc, en fait, là où tu vois aussi un peu ton scoring monter, tu te dis, bon, je vais peut-être pouvoir m'en sortir, allez, ça peut être l'occasion d'eux. Bon, bah, clairement, il passe à côté. Et puis, si je peux parler juste d'un autre, c'est Deebo Samuel, parce que je pense que c'était le match pour lui, pour Non, mais sortir un peu ça fait 3 semaines qu'on parle de Dibo, donc. parce que c'était le match pour lui pour sortir un peu du bois, et que Ouais. le pauvre, on a beau crier son nom dans la forêt, on l'a toujours pas trouvé, le gamin. Donc là, je ça, pense c'est clair. que je pense C'est que plus ça une va. biche, il a Dibo, hein, ça c'est clair. Exactement. Alexandre, tu avais Gino Smith qui ne fait pas partie du visuel. Tu vas me dire un mot sur Gino Smith et après je vais vous poser une dernière question sur les flops rapidement. Alors, déjà, tu remarqueras que justement la liste des flops que je t'avais donné, j'avais dit hors TNF, hors Thursday Night Football, parce que justement, on en a mis des couches et des couches sur les Niners et tout. Oui, On c'est peut mettre clair. des couches d'ailleurs sur les Rams aussi, d'ailleurs, au passage. Ouais. Mais oui, Gino Smith, parce que, et pas du tout par rapport aux Packers, enfin, si, quelque part par rapport aux Packers, par rapport à la défense des Packers, c'est que tous les podcasts que j'écoute ou les spécialistes des insiders ou quoi que ce soit, ils disaient comment que le coach, McDonald, oui, il fallait tu vois, libérer free Geno Smith, quoi. Laissez-le agir, laissez-le libérer. Quand on le libère, il est capable du top et notamment avec les armes justement qu'il avait. Bah, là, j'ai pas compris. Alors, en fait, c'est Geno Smith / McDonald quelque part. C'est dans le jeu, l'utilisation, en plus avec Kenneth Walker en moins. Alors, tu as Zach Charbonnet, mais Zach Charbonnet qui est capable aussi de sortir en backfield. J'ai pas trop compris. Puis après, des choix, mais mon Dieu. Enfin, là, on avait le Geno Smith plutôt des Jets que des Seahawks. Donc là, malheureusement, au plus mauvais moment, parce que ça comptait en plus
comme tu vois, c'est au moment où ça compte. Là, ça comptait par rapport à la division. On a une division justement où il y a bataille. Et puis pour finir, c'est presque l'équipe la mieux coachée qui va aller en playoff, qui est les Rams. Donc, bon, voilà. Donc Geno Smith, pin. Et puis en plus, la blessure qui aide pas à la fin, ça, c'est pas, malheureusement, il y est pour rien, mais c'est un peu de notre faute, quoi. Mais voilà. Alors, il y a bataille, Alexandre, mais il y a une fontaine qui se vide. Celle des Chiefs. Non, ça, c'était les Chargers d'avant, où j'avais dit, hein, un cerveau pour deux. Ouais, mais celle des Chiefs. Donc, Patrick Mahomes s'est fait la cheville. A priori, je vois pas comment il peut jouer avant les playoffs. Je pense qu'il, comme je disais, il va être mis dans le formol. Très drôle d'ailleurs, tu faisais allusion à Star Wars ou quoi? Eh Parce que oui, contre-attaque merci. cryogénisée, tu te prends pour Yann Solo, quoi, en fait. Merci, Alexandre. Merci. Mais bien sûr, est-ce que Patrick Mahomes va se cryogéniser pour que les Chiefs contre-attaquent, bien entendu. Merci, Alexandre. Les vieux peuvent comprendre. Mais non, mais plus sérieusement, t'avais pas pigé? Non, j'avais pas pigé. Bon, putain, c'est pas grave, je t'en veux pas. J'espère qu'il y en a qui ont pigé. Dites dans le chat si vous avez pigé quand même la référence. Mais Alexandre, plus sérieusement, pour les demi-finales, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les Chiefs? Est-ce qu'il y a des joueurs qui se downgrade automatiquement? Je pense à celui qui est dans le flop tout en bas, là, par exemple. Ou au contraire, non, bah non, va bien falloir quand même jouer et envoyer des ballons. De toute façon, moi, les Chiefs, même quand c'est à full régime, je les joue pas quasiment. Donc, si tu veux. Bon, tu vois, on a eu raison par rapport au warm-up sur Xavier Wardy. Hein, on l'avait assez mis en avant. Et notamment toi avec le jet sweep. Mais c'est là où je faisais un coup en parallèle avec les Lions quand ils disaient que Montgomery était tombé. James Williams, justement, c'est typique le joueur à sortir en jet sweep. Mais non, personnellement, quand je vois Pacheco, Kareem Hunt, c'est pareil, c'est 5 points. Enfin, je sais pas. Pacheco, il peut peut-être avoir quand même une petite upgrade parce qu'ils vont forcément jouer un peu différemment à l'intérieur. Ça sera pas si incroyable que ça. Ils jouent pas les Chiefs. Ouais, mais là, ils vont pas avoir en le fait, choix. ils subissent la médiocrité. Ils jouent avec la médiocrité de leur adversaire. Oui, mais là... excuse-moi, mais ils non, jouent non, mais pas les Chiefs. t'as raison, mon Alex. Mais Et oui, là, j'ai raison. Là, il y a un sujet. C'est que les Bills ont encore gagné et que le first seed va se jouer là dans les 2-3 prochaines semaines. Donc la blessure de Mahomes, je pense que ça les arrange pas. Ils vont être tiraillés entre le faire jouer un peu blessé, même si là c'est sûr il pourra pas jouer ce week-end, ça c'est évident. Donc ils vont forcément devoir changer un peu Tu te rappelles quand son genou était parti dans l'autre sens? Il a joué le match la semaine suivante. Ouais, mais il a je joué. suis subjugué à chaque fois qu'on me dise non mais c'est bon, en fait il va pas jouer la Oui, semaine mais suivante. Alors il là avait pas le j'espère choix. qu'il va pas jouer. Non mais là j'espère qu'il va pas jouer là. Messieurs, Oui, pas oui. tous en même temps, s'il vous plaît. Ouais. Vas-y, Non, Antoine. mais là ils ont un peu plus le choix que quand effectivement il a joué blessé parce qu'ils étaient aussi un peu dans une course contre la montre, etc. Donc moi je pense honnêtement que ils vont peut-être faire un play calling un peu différent avec un Isaiah Pacheco peut-être un peu plus intégré à l'intérieur. Ils ont changé aussi une partie de la O-line qui peut expliquer la performance sur le jeu de course. Là où l'année dernière, ils arrivaient un peu en trombe à ce moment-là. Je dis pas que ça change tout, hein, que Pacheco il va passer à 15 ou 20 points. Je dis juste que si demain on peut avoir une upgrade à l'intérieur de cette équipe, ça peut être ça. Et quelque part, moi je suis un peu un romantique du football et je me dis que Carson Wentz en revenge, qui arrive un peu de nulle part, qui envoie un ou deux bons ballons à ses receveurs et qui est capable Et quand donc même à de faire qui? tourner un peu les assiettes. Et donc si tu devais deviner à qui il envoie le ballon, à qui tu dirais de qui? Ah bah moi je dirais Travis Kelce. Je dirais que quand t'as un QB comme ça qui sort un peu du bois, je pense à des receveurs 2 ou 3, en tout cas parce qu'il a une meilleure connexion à l'entraînement, parce qu'il a plus l'habitude de leur lancer le ballon. Donc Smith-Schuster? Smith-Schuster par exemple, mais Qui marque le premier touchdown. Qui marque le premier touchdown en plus, ouais, tout à fait. Il s'arrache, c'est beau. Mais voilà, en tout cas, je pense que Carson Wentz, il a les habilités physiques pour continuer à faire tourner un peu cette attaque. Ça ne sera pas du Patrick Mahomes avec sa magie, mais
mais en tout cas, ça peut être quelque chose d'assez équilibré, où un Pacheco et un ou deux receveurs peuvent prendre une petite upgrade à certains moments. Très bien. Dernier chapitre. On va enchaîner Waiver All-Star, parce qu'on est un petit peu en retard. Waiver All-Star et des potentiels waivers que vous auriez en tête. Alexandre, quand tu regardes la liste là qu'il y a, est-ce qu'il y a un joueur que tu estimes être encore potentiel en waiver, que certains de nos managers fantasy peuvent s'inspirer pour aller récupérer? Alors, si je me fie comment, par exemple, en trophée FB, quoique tu me diras, c'est Luck. C'est stupide de faire référence au trophée FB, mais bon. En même temps, pour ceux qui ont, voilà, qui ont intégré en redraft des joueurs, Mac Jones est disponible, Spears non, Ford non, Justice Hill est en waiver, Bateman non, Coker est en waiver. Et donc, mon waiver All-Star, parce que c'est pas facile ce poste-là, c'est Brenton Strange. Donc, pour moi, c'était lui mon waiver All-Star, parce que j'ai plus confiance à me dire je préfère aligner Brenton Strange que d'aligner Mac Jones, tu vois, pour parler des Jaguars. Je me dis qu'à la rigueur, j'aurais quand même plus la possibilité d'avoir le même score que cette semaine avec Brenton Strange qu'avec Mac Jones comme il a eu cette semaine. Donc, en gros, Brian Thomas, ça peut être plus difficile aussi, par exemple, d'avoir le même score que ce qu'il a fait là. Par contre, Brenton Strange sera peut-être plus une soupape de sécurité. Très intéressant, Brenton Strange qui a 12 targets, 11 réceptions et 0 touchdown. Donc, c'est quelqu'un qui aura peut-être du volume. Ouais. Antoine, tu en as un autre? Moi, le coup, moi, je pense qu'il faut surveiller Justice Hill, parce que j'ai vu qu'il y avait un tiers des effectifs qui l'avaient. En tout cas, ça semble quelque chose d'assez fort au vu de ce qu'il est en train de faire. Et je vous rejoins aussi sur Strange pour la simple et bonne raison que tant que Trevor Lawrence ne revient pas, Strange continuera à avoir du volume. Le jour où Trevor Lawrence revient, ça rechangera un petit peu, je pense, en termes de target. Donc voilà, pour moi, faut surveiller ça. Tu as raison. J'ai un contre-argument sur Justice Hill, c'est game script dépendant. C'est-à-dire que Derrick Henry est moins bon parce que le game script n'a pas voulu ça. Donc, si le game script est voulu pour le running back, c'est Derrick Henry et Justice Hill, tu le verras pas. Ouais. Ça, c'est mon avis. Oui, bien sûr, ça s'entend. Tiens, du coup, je voulais regarder rapidement. Je cherche mon match. Tac. Justice Hill. Donc, c'est Pittsburgh et Houston. C'est pas facile contre la course pour nos Ravens dans les 2 semaines de fin de saison fantasy. Dans vos waiver wire, alors évidemment, on n'a pas des listes énormes comme en week 2. Vous nous excuserez, mais Aaron Rodgers, si vous êtes complètement à l'agonie en termes de quarterback, ou on pourrait avoir Carson Wentz d'ailleurs. On pourrait en parler. Russell Wilson, alors lui, je suis pas sûr qu'il soit disponible quand même beaucoup. Running back, McCormick, Ford, qui a, attention, Nick Chubb est blessé, donc clairement, Jérôme Ford peut revenir dans les discussions. Kendre Miller, on en avait parlé de la Nouvelle-Orléans. Tyjae Spears, qui a fait un très bon match contre, encore une fois, une magnifique défense des Bengals qui a prouvé que c'était facile d'être Joe Burrow dans la vie. Et Kimani Vidal. Macmillan, 2 matchs d'affilée avec un touchdown au moins. Gros match encore de Macmillan. On a parlé de Mike Evans. Mais Macmillan revient bien et progresse bien dans son année rookie. Romeo Doubs, on en a parlé. Jalen Coker, qui nous a fait une très grosse réception de 87 yards. Le seul highlight du match des Carolina Panthers. Côté tight end, on a parlé de Brenton Strange et Chigozie Okonkwo, qui a des hauts, des bas, dépendamment du match-up. Donc, si vous êtes vraiment galère, et je l'espère pas, si vous êtes en demi-finale, ça peut être une option de secours. Est-ce que vous en auriez un qui n'est pas cité? Et quelquefois, c'est Okongba. Exactement, bravo. Elle est magnifique, celle-là. Bien joué. C'est assez strange pour le citer. Est-ce qu'on aurait omis
un nom pour les waivers de cette semaine, messieurs, où on a été complet. Non, Carson Wentz. Mais pour moi, le meilleur waiver, c'est Aaron Rodgers parce qu'il fera tout pour niquer les Jets. Et c'est l'occasion rêvée. Il a déjà commencé ce week-end. Et ça, c'est beau. Donc, c'est l'occasion rêvée. C'est le jubilé, comme je disais en intro. C'est le jubilé. Il est là, le Scrabble à l'EHPAD, c'est pas intéressant. Let's go. Super. Messieurs, merci infiniment de vous être conviés à moi pour discuter de cette Week 15. On n'oublie pas les réseaux sociaux, Fantasy Ballers F sur Twitter, Fantasy Ballers FR sur Instagram, Fantasy Ballers FR sur YouTube si vous nous regardez sur Twitch. On n'oublie pas le Substack, fantasyballers.substack.com et fantasyballers.fr pour avoir des résumés sur l'ensemble des ligues Fantasy Ballers où, je l'espère, vous participez. En haut à gauche, j'avais remis le QR code là il est à droite, pardon, en haut à droite, le QR code pour participer au Super Bowl organisé par Fantasy Ballers. Une magnifique soirée pour simplement 25 € par personne. Vous avez bouffe, boissons, des activités, des fans, tous les créateurs de contenu, toute la communauté française sera présent pour regarder ce match tous ensemble. Ça va être super cool. C'est au Bellucci's de Gare du Nord, donc hyper central. Même des Londoniens viennent nous voir. Donc, vous avez le QR code en haut à droite pour y participer. Et prendre sans speedo pour faire le gogo dancer. Et je serai peut-être pas en speedo, mais je ferai le gogo dancer. Il y aura des activités, notamment en collaboration avec nos amis du front office. Allez également les saluer, allez sur le Discord du front office pour qu'on discute tous ensemble. Merci messieurs, c'était un grand plaisir de participer à cette émission avec vous. Je vous fais des bisous. Il y a le halftime show jeudi, le warm-up peut-être dimanche. On va voir pour la semaine prochaine. L'emploi du temps pourrait être bousculé à cause de cette célébration qui est Noël. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Donc, excusez-nous en avance. En attendant, de gros bisous et passez une bonne semaine. Ciao les gars. Bye bye. Ciao.